Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du triangle dramatique ou le triangle de Karpman, qui est une théorie développée dans le cadre de l'analyse transactionnelle par Eric Merd et notamment Stephen Karpman en 1968. Ce triangle dramatique est la représentation de situations dysfonctionnelles ou conflictuelles. Et on va, quand on est dans une relation de ce type-là, on va se poser dans trois rôles potentiels, la victime, le persécuteur et le sauveur. Tout un chacun, on peut être amené à se retrouver dans ces situations. Alors on va voir ce que ces trois rôles ont comme spécificité et aussi leur motivation. Dans une deuxième partie aussi, on verra comment sortir de ce triangle dramatique parce que l'on peut en sortir. Oui, oui. Alors, le premier rôle, c'est la victime. La victime, elle va se poser comme quelqu'un qui est pas bien, qui va avoir des problèmes, qui va se plaindre, qui aussi va penser qu'il n'y a rien pour changer sa situation, impuissante. Elle va se sentir malmenée par les gens ou les situations. Elle va se positionner comme sans défense. Elle se plaint fréquemment et va tenter d'amener l'autre à la plaindre, à lui chercher des solutions. Et les victimes cherchent souvent des sauveurs pour qu'ils leur trouvent des solutions, pour les sortir de cette situation. Enfin, quand elles veulent vraiment sortir de cette situation de victime. Alors, comment on se retrouve en position de victime? C'est pas toujours conscient, hein, clairement. On ne se met pas dans ces rôles de manière consciente. C'est des choses qui se passent en nous. C'est toute notre histoire, c'est toute notre carte du monde qui nous amène à se positionner comme ça dans telle situation ou telle autre situation. Alors là, je parle de la victime, mais on peut se retrouver victime, persécuteur ou sauveur. On n'est pas toute notre vie victime, toute notre vie persécuteur, toute notre vie sauveur. Ça va dépendre de ce que ça fait réagir en nous. Alors, la motivation de la personne qui se pose en victime, ça va être une recherche d'attention. Ça va être aussi une recherche d'identité, des fois. Se poser en victime, ça peut donner un statut. Mais ça peut aussi être une peur de la responsabilité. Pour sortir du poste de victime, vous allez voir, il va falloir prendre ses responsabilités et chercher ses propres solutions. En restant dans une posture de victime, on met l'autre dans cette position-là de se chercher des solutions. Puisque c'est l'autre qui va chercher les solutions, c'est à lui qu'on pourra dire bah, « tu t'es trompé » et pas à la victime. La conséquence, c'est que la victime, en se positionnant en victime, va être dans la dépendance de l'autre. Puisqu'il ne se responsabilise pas, puisqu'il ne prend pas de décision et qu'il attend que l'autre le prenne, il ne peut pas être dans sa propre croissance personnelle, puisqu'il attend tout de l'autre. Le deuxième rôle, c'est le rôle de persécuteur. Alors ce rôle-là, on se dit oh ben non, jamais je fais ce rôle-là. Si. C'est toujours pareil, c'est un rôle inconscient. On se met dans cette position-là du fait de notre histoire personnelle, de nos expériences personnelles. Mais on est le persécuteur de quelqu'un. Et on l'a été. Et on le sera encore. Le persécuteur va se mettre dans une posture supérieure. Il va blâmer la victime. Il va être malmenant avec la personne qui se positionne en victime. Il se sent puissant, mais pas de manière constructive. Il se sent puissant de manière destructive. Son but est d'aller malmener la victime. Du coup, le persécuteur peut se montrer harcelant, peut se montrer agressif, manipulateur, et chercher à contrôler son environnement. Et il va justifier son comportement par l'idée de corriger ce qui ne fonctionne pas. Donc le persécuteur, il est vraiment là, enfin le persécuteur c'est vraiment celui qui a le rôle qui va aller malmener la victime. Qu'est-ce qui amène à être persécuteur? Ça va être un besoin de contrôle, de l'autoprotection. Il attaque avant d'être attaqué, mais aussi un sentiment de supériorité.
Le persécuteur, ce qui va le motiver, c'est le besoin de contrôle. Il a besoin de savoir qu'il a le contrôle sur la situation, que ça va se passer comme il l'a décidé. Le persécuteur, ses motivations, c'est qu'il a besoin de contrôler. Il a besoin de maîtriser la situation. Il y a quand même en lui une certaine insécurité qui le mène à la maîtrise et au contrôle. Le rôle de persécuteur est souvent un rôle de mise en sécurité pour la personne qui persécute. Le persécuteur, en persécutant, évite que l'on découvre sa vulnérabilité, de montrer ses failles et ses faiblesses. C'est ce que je disais, il attaque avant d'être attaqué. Il a quelqu'un qui est plus faible que lui, donc il l'attaque pour pas montrer ses faiblesses et ses réalités, et pour montrer qu'il maîtrise la situation. Et quelque part, il se sent dans la toute-puissance de se dire « je maîtrise, je sais faire, c'est moi qui sais faire ». Les managers toxiques sont souvent dans ce rôle de persécuteur. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent, qu'ils ont la pression du haut, ils ont la pression du bas. Pour gérer, ils maîtrisent, c'est comme ça, c'est pas autrement, on y va, vous êtes nuls, hop, dehors, ah vous ça va, mais vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus. C'est un persécuteur. Le rôle de persécuteur peut amener plusieurs choses. La première, c'est une ambiance délétère, une ambiance où il va y avoir de la peur, des ressentiments, où ça peut amener à l'isolement du persécuteur parce que il va aller trop loin et donc il ne va plus avoir de gens qui vont adhérer à sa façon de gérer. Et ça peut vraiment empêcher le persécuteur d'avoir des relations saines et de recevoir un vrai soutien. Donc ça va amener à l'isolement de la personne qui persécute. Le troisième rôle, c'est le rôle de sauveur. Alors qu'il n'aime pas sortir sa cape de sauveur, mais ce rôle, on le prend souvent sans qu'on nous le demande. C'est-à-dire qu'on va être proactif dans la résolution des problèmes de la victime ou des victimes, sans qu'on nous le demande des fois, et on va agir à leur place et on va prendre leurs responsabilités. On va se mettre vraiment dans une position de protection, voire de surprotection. On va s'immiscer des fois dans des situations qui ne nous sont, où on ne nous demande pas d'être là. Il y a toujours une idée d'être bien intentionné, d'aller protéger l'autre, d'aller sauver l'autre, d'aller régler les problèmes de l'autre. Mais ça maintient dans une situation de dépendance et on déresponsabilise l'autre de ses difficultés aussi. Alors, les motivations, pourquoi on se retrouve en rôle de sauveur? Mais c'est parce qu'on a envie de se sentir utile, de se valoriser. Ça peut être aussi l'idée d'aller éviter ses propres problèmes. Pendant que je résous les problèmes de l'autre, je ne pense pas à mes problèmes. Ça peut être lié aussi à une peur de l'abandon. Quels sont les risques de se mettre en situation de sauveur? L'épuisement psychique, physique, émotionnel. On va se mettre dans potentiellement une dépendance avec la victime qui n'est pas forcément saine. Et puis, si nos efforts n'ont pas été demandés et que la victime nous le dit clairement, on peut se sentir frustré. On peut, parce qu'on ne se sent pas reconnu dans ce qu'on a fait pour la personne. Mais en fait, la personne, elle ne nous a rien demandé. Donc, on n'aide que quand on nous a demandé d'être aidé. Le sauveur peut devenir victime lorsqu'il est dépassé par ses efforts. Il peut aussi devenir persécuteur quand il va reprocher à la victime de ne pas écouter ce qu'il lui dit pour sortir de sa situation. Le persécuteur peut se transformer en victime s'il se sent attaqué et il peut se sentir sauveur s'il décide finalement d'aider la victime qu'il critiquait. Et la victime peut devenir persécuteur en accusant son sauveur de ne pas en faire assez ou en refusant l'aide. Mais il peut aussi devenir sauveur d'une autre personne. Pour sortir du triangle de Karpman, première chose, il faut se mettre en position adulte. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en position adulte pour analyse transactionnelle? C'est-à-dire qu'on se met en position où je suis très claire avec moi-même, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais quand je dois dire non,
quand je dois dire oui, quand je dois dire je ne sais pas. Donc en fait, pour sortir du triangle de Karpman, il faut se rendre compte qu'on y est dedans. Et ensuite, il faut aller prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que j'ai un problème, soit je demande l'aide, soit je me mets en action pour trouver une solution. Je suis persécuteur, je me mets en action pour mettre une communication non violente pour essayer de voir si je peux accompagner la personne qui est en difficulté. Je suis sauveur, je me demande déjà si on m'a demandé de l'aide. Chacun prend ses responsabilités. Si on est adulte, c'est qu'on sait ses limites, on sait ses forces, donc on se positionne clairement, on fait une demande assertive aux personnes et on va se positionner par rapport à l'autre et pas par rapport à sa réaction instinctive. L'idée, c'est de ne pas aller à la faire à la place de l'autre. L'idée, c'est d'amener la personne à l'autonomie, c'est de lui donner des outils, c'est de lui expliquer, c'est d'être pédagogue potentiellement. Pour sortir du triangle de Karpman, il faut déjà être au clair avec soi-même. Il faut être très aligné avec soi-même pour pouvoir analyser ce qui se passe et pouvoir agir en fonction et de manière adaptée. En résumé, le triangle de Karpman, c'est vraiment un jeu relationnel qui se met en place quand une situation est dysfonctionnelle ou conflictuelle. Pour en sortir, il faut déjà se rendre compte qu'on est dans le triangle. Il faut savoir dans quelle position on s'est mis et aller se mettre en position adulte pour en sortir de manière adaptée et constructive. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le triangle de Karpman ou le triangle dramatique. En tous les cas, moi j'ai passé un excellent moment. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.